Bonjour et bienvenue dans Gen Zen, le podcast où on cultive la zénitude avec les enfants. Aujourd'hui, nous allons parler alimentation et découvrir comment aider les enfants à manger en pleine conscience, avec plaisir et en toute simplicité. Et pour en parler, j'ai invité Erika Fournel. Bonjour Erika. Bonjour Corinne. Je constate moi aujourd'hui que de nombreux enfants ne savent pas vraiment ce qu'ils mangent et je me dis qu'il y a sûrement moyen de les reconnecter à ce qu'il y a dans leur assiette. Alors c'est pour ça que je suis très heureuse de t'avoir à mes côtés. On va se tutoyer parce qu'on se connaît depuis longtemps. Donc si je suis heureuse que tu sois là, c'est à plusieurs titres parce que d'abord tu es diététicienne, mais tu es aussi maman de 4 enfants, donc voilà, l'alimentation, les petits, ça te connaît, c'est quelque chose que tu vis au quotidien. Et parmi tes nombreuses activités, au-delà de ta pratique en cabinet, tu es engagée depuis plusieurs années avec l'association L'école comestible, qui intervient notamment dans les écoles primaires. Enfin, tu nous en parleras tout à l'heure. Et puis, enfin, tu es également instructrice d'autocompassion et d'alimentation en pleine conscience. C'est peut-être quelque chose que nous évoquerons plus tard. Alors, la première question que je voulais te poser, quand je t'ai contacté, que je t'ai présenté le concept du podcast, quelle est la première idée qui t'est venue, le premier sujet que tu as eu envie d'évoquer? Merci Corinne déjà pour l'invitation. Alors, tu m'avais partagé pas mal de tes souvenirs aussi et moi ça m'a déjà reconnecté à mes propres souvenirs, d'enfance qui a pu m'être transmis, que ce soit par, mes grands-parents, mes parents et cetera, autour de l'alimentation. Mais aussi ce qui m'est venu vraiment la première idée et puis c'est peut-être ce que j'ai envie de partager, c'est qu'en fait, nous les adultes, nous avons quelque part un super pouvoir qui est d'aider les enfants à rester connectés au super pouvoir qu'ils ont eux-mêmes, qui est justement cette connexion à leur corps et à vraiment une relation curieuse et spontanée à la nourriture. Donc c'est vraiment ça qui m'est venu en premier. Et mine de rien, on a quand même rendez-vous avec la nourriture, 3-4 fois par jour Ouais. et ouais, c'est quand même, voilà, c'est quand même des moments qui se répètent et des occasions, des opportunités justement, de pouvoir accompagner, nos enfants, voilà, on ira parler un petit peu de l'alimentation en pleine conscience, de ce que c'est vraiment, mais justement en toute simplicité, Oui, comment les aider à se parce que ce n'est reconnecter à pas ça. forcément compliqué comme on le verra et les parents qui sont un peu débordés et moi-même j'ai eu 3 enfants, je sais ce que c'est que de travailler, d'avoir des enfants. Parfois quand c'est l'heure du dîner, on a envie que ça aille vite, mais il y a des moyens quand même de faire en sorte que les enfants, passent leur repas autrement qu'avec un lance-pierre ou face à un écran et voilà. Donc manger en pleine conscience, ça on vient d'en parler. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce que ça peut apporter aux enfants? Voilà, c'est un peu ma première question. Ouais, merci Corinne. Et puis, moi, je trouve que le terme est devenu un peu trop galvaudé et justement, j'ai l'élan d'y donner une définition un peu à une hauteur d'enfant. Et moi, souvent, la question que je pose d'ailleurs aux enfants, c'est bah, tiens, c'est quoi la posture d'un scientifique? Et puis, bon, ils vont un petit peu réfléchir, ils vont me dire, ouais, un scientifique, il va avoir des qualités d'observation, de curiosité, voilà, tout un tas de choses comme ça. Et en fait, c'est un petit peu ça, la pleine conscience. La pleine conscience, ça va être d'observer son expérience avec, curiosité. Avant tout, ce qu'on se raconte, nous les adultes, on est très forts pour se raconter tout un tas de choses autour de notre expérience et quand on parle d'alimentation en pleine conscience, ça va être, les 5 sens déjà, voilà, ça c'est le toucher, l'odorat, le goût, les sons, et voilà, tous les sens qui sont là en éveil autour notamment de la nourriture, puis ce qui se passe à l'intérieur de nous. Est-ce que j'ai faim? J'ai pas faim? Les émotions aussi que nous pouvons ressentir à travers la nourriture. Donc il y a vraiment voilà, c'est vraiment cette posture-là et puis, voilà, tu parlais des contextes des repas et cetera. Moi, j'aime bien dire que la pleine conscience, c'est pas parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de je pense d'idées reçues. Ça serait, d'avoir, voilà, un repas qui peut se dérouler, en silence, tout le monde est calme, posé devant son assiette. Mais en fait, c'est pas du tout ça. C'est aussi de remarquer que justement, on faisait pas attention à ce qu'on mangeait. C'est aussi de la pleine conscience. De remarquer que, on n'aime pas ou qu'on a peut-être trop mangé à ce moment-là, c'est aussi de la pleine conscience. Donc tous ces petits, voilà, ces petits mouvements-là, moi j'aime bien rappeler que c'est pas de la pleine contrainte justement. Mmh. Voilà. D'accord. Ah oui, c'est intéressant comme formulation et justement, est-ce que tu aurais des conseils simples à nous donner? Moi, j'ai lu par exemple qu'il fallait, amener les adultes comme les enfants, il faut écouter sa faim, manger avec tous ses sens, ça tu viens de nous en parler, pas seulement avec le goût, voilà. Est-ce que tu as des petits conseils simples? Ouais, alors, merci pour cette question parce que, tu vois, rien qu'au cabinet, souvent les personnes vont me demander des outils.
alors qu'en réalité, on a plein de petites choses qui sont là, à portée de main. Ça va être, des petites choses simples, par exemple, quand on voit un enfant caler, devant son assiette, bah, ça peut être d'explorer avec curiosité: «Qu'est-ce qui se passe là? Ah, tu plus faim. Ça ressemble à quoi quand tu plus faim?» Parce qu'en fait, ça va être de ramener un petit peu l'attention vers le corps. Mmh. «Ah, c'est où dans le corps? Ah tiens, c'est là, tiens, est-ce que tu sais où est ton estomac?» Moi je et puis, parfois on peut même aussi, montrer que nous, là, les adultes, on n'est pas toujours très sûrs. Ah ouais, moi parfois j'ai du mal à repérer où est mon estomac. Donc vraiment, ça va être, des petites, voilà, des petites choses comme ça qui vont se dérouler, dans la simplicité, du quotidien avec nos enfants. Ça peut être aussi, ouais, tu parlais du goût et cetera. Pas forcément aller vers les moments où l'enfant, il est un peu, bah, tiens, j'aime pas ce plat, j'aime pas ces légumes et cetera. À la limite, ça peut être trop clivant, mais peut-être de mettre un peu de curiosité. «Qu'est-ce que tu aimes là-dedans? Ah tiens, moi j'aime plutôt ça» et cetera. Donc d'aller un petit peu, explorer, ce qui se passe, autour de l'alimentation, sans en faire encore une fois une contrainte. Mmh. C'est pas forcément quelque chose qui a besoin d'être là à chaque repas, mais par petites touches comme ça, quand nous-mêmes nous sommes aussi, disponibles. Voilà, on sait des fois que, voilà, on peut être un peu fatigué. On a déjà si on arrive à passer le repas, s et qu'il y ait pas, voilà, les petits conflits entre frères et sœurs, les petites choses qui peuvent se passer, c'est déjà super. Mmh. Donc l'idée, c'est pas non plus de se mettre des contraintes, mais d'utiliser un petit peu les opportunités qui sont là. Et puis en se rappelant aussi que nous, les adultes, juste sans forcément des fois dire des choses, simplement, on est modélisant aussi dans notre posture quand on est simplement, authentique aussi, tiens, quand on va dire, voilà, à la fin d'un repas, «Ah, c'était bon là, ce repas-là» ou, «Ah tiens, c'était super bon, mais je sens que j'ai peut-être un peu trop mangé». Bah, tout ça, c'est hyper intéressant. Ça fait que l'enfant, il va un petit peu, être invité finalement, indirectement, à aller observer ce qui se passe pour lui aussi. Mmh. Mmh. Et donc toi, au quotidien, et comme tu as 4 enfants, comment tu fais pour les amener à tout ça? Est-ce que vous avez des rituels en famille, des moments de partage, à table, au fourneau, dans la nature? Parce que tu as la chance d'avoir un potager. Voilà, raconte-nous un peu, comment vous faites en famille? Ouais, alors quand je partage un petit peu autour de mon expérience, moi j'aime bien toujours rappeler que voilà, c'est un partage d'expérience, que, je suis consciente aussi que, bah, justement, tout le monde n'a pas la chance, par exemple, d'avoir un potager. Donc vraiment, c'est dans l'idée peut-être de piocher des petites choses, mais pas de se mettre la pression Oui, en oui, tant oui. que en tant que parent. Parce que quand on n'a pas de potager, on peut aller au marché, on peut aller dans des jardins partagés, il y en a quand même dans beaucoup de villes, Ouais, voilà, donc ouais. Mais voilà et aussi que voilà, chacun fait ce qu'il peut selon les ouais. possibilités et les ressources qu'il a. Après, bah, je dirais que, ça je l'ai pas forcément évoqué dans les questions précédentes, mais je dirais qu'il y a presque un prérequis, au fait de pouvoir aller, amener un enfant à observer des choses qui est d'amener une certaine forme de, sécurité, autour des repas et je dirais que ça commence par le fait de prendre les repas ensemble quand c'est possible. On Mmh. sait très bien qu'avec les vies que nous avons aujourd'hui, c'est très difficile de pouvoir prendre tous les repas avec nos enfants. Ouais. Mais nous, en tout cas, en tant que famille, nous avons à cœur d'essayer autant que possible, de pouvoir prendre les repas ensemble, notamment, le soir, qu'il y ait au moins un parent ou les 2 parents qui soient là et déjà ça commence là en réalité. Ouais. Ouais. Et puis après, donc tu évoquais, voilà, le potager. Alors c'est vrai qu'on a un petit potager, dans notre jardin. Donc c'est, voilà, les enfants, ça leur permet de voir, tiens, comment les légumes poussent et cetera. Mais je dirais qu'avant, justement, même avant d'avoir ce potager, parce que ça fait seulement quelques années, bah, ça fait un certain nombre d'années aussi que nous sommes engagés dans une AMAP. Donc AMAP, c'est, une association pour le maintien de l'agriculture paysanne et peut-être juste je vais l'expliquer pour, les auditrices et les auditeurs du podcast. Ouais. En fait, il y a un partenariat avec un maraîcher, avec d'autres producteurs et en fait, on récupère un panier, de saison toutes les semaines et ça implique aussi d'aller aider aux distributions, donc d'aller, concocter, les paniers de légumes et aussi on va aider, chez le maraîcher, voilà, 1 fois par an ou un petit peu plus si on en a la possibilité. Donc c'est vrai que nos enfants ont grandi avec ça. Nous, on fait partie de cette AMAP depuis, en gros, bah, j'étais enceinte de ma dernière, donc ça fait quand même 8 ans, Mmh. voilà, c'est pas rien. Donc les enfants, voilà, ont l'habitude aussi d'être, voilà, d'avoir vu les légumes pousser Ouais. et d'être au contact aussi d'une forme de saisonnalité puisqu'ils voient bien que alors parfois ça les fait un peu râler quand, il y a des courges, tout l'hiver. Après au bout d'un moment, ils en ont un petit peu marre, mais après ils voient, voilà, qu'il y a d'autres légumes qui arrivent après au printemps, et à l'été et puis,
Et puis on va aussi de temps en temps à la cueillette et voilà, là, il y a des petits rituels aussi, notamment, faire des confitures, au retour, des récoltes, d'aller écosser des petits pois aussi, ensemble au printemps, après avoir fait un tour à la cueillette. Mmh. Donc c'est toutes ces petites choses-là, qui permettent aussi, je pense de voilà, d'aiguiser un petit peu, leur conscience et leur goût aussi, voilà, de l'envie aussi, de goûter les légumes, même si, comme tous les enfants et tous les adolescents, il y a: «J'aime pas ci, j'aime pas ça» et cetera. Donc là, encore une fois, j'aimerais casser un mythe, hein. Ça veut pas dire que c'est facile à la maison, qu'ils vont manger de tout, mais au moins, voilà, ils développent peut-être, je l'espère en tout cas, ou peut-être en tant que futurs adultes, une relation un petit peu différente, à ce qu'ils mangent. Oui, Mmh. et d'ailleurs, le fait d'aller au marché, dans un potager ou à la cueillette, bah, ma question suivante, c'était en quoi c'est important, mais tu viens d'y répondre, et il y a aussi le fait de connaître les légumes, que tu les aimes ou que tu ne les aimes pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, mais même des adultes font des confusions dans les légumes. Alors les enfants, ça tu nous en parleras peut-être quand tu nous parleras des ateliers que tu as animés à une époque dans les écoles. Il y avait quand même des enfants qui ne connaissent pas les légumes. Oui, tout à fait. Voilà. Donc ça, c'est très important. La cueillette, je voudrais en parler parce que, bah, dans la région où nous habitons toutes les 2, il y a 2 fermes assez connues où on peut aller à la cueillette, mais j'imagine que c'est pareil dans beaucoup de régions. Donc quand on est en appartement, on peut quand même, trouver des endroits où emmener les enfants, et c'est une super sortie du week-end. On va cueillir, des pommes, ramasser des radis, enfin c'est extraordinaire, hein, Mmh. les enfants, sont assez fascinés, on cueille des fleurs, enfin ce sont des moments, très forts, hein, et donc je conseille, aux auditrices et aux auditeurs, de se renseigner autour de chez eux. Il y a sûrement des fermes qui ouvrent leurs portes, au public pour la cueillette. Ouais et puis dans ce que tu évoques, en fait, il y a l'idée de pas poser ça comme une contrainte et de nous-mêmes de pas nous poser ça comme une contrainte, mais plutôt une sortie, en fait, C'est une voilà. sortie, Une c'est sortie en ouais, famille, et ouais. c'est presque une fête, hein. Moi, je sais que mon grand-père avait un potager, il avait un terrain, à une demi-heure de voiture de chez lui, et on allait, à son potager, et il avait sa petite maison et il faisait ses cultures, moi ça me fascinait. C'est des choses, c'était une fête. Alors pour lui, c'était parfois une corvée parce que Mmh. c'était beaucoup de travail. Maintenant, je m'en rends compte, mais la petite fille que j'étais, était fascinée. Ouais et puis avec les plus petits, voilà, à la cueillette, à l'entrée, il y a des grandes brouettes, donc les plus Ouais, petits, ils vont se mettre dedans. Enfin voilà, c'est vraiment ouais. l'occasion de s'amuser. Mmh. Oui, oui, oui. Heu, donc bah, on va aller, parler de l'école comestique maintenant. Ah non, ma question précédente, c'était, prendre le temps de cuisiner avec un enfant, ça change quoi dans le rapport que celui que qu'il va entretenir avec la nourriture? Je sais que toi, avec tes enfants font la cuisine, j'ai vu dans des posts que tu as fait, bah, c'était un moment, assez privilégié. Ils aiment ça, ils ont toujours, été habitués, tu les as laissés faire en fait, tu leur as montré des choses quand ils étaient plus jeunes, ils t'ont vu cuisiner. Ils savent, tu les brides pas, voilà, ils cuisinent. Alors, ils vont, alors effectivement, alors ils savent cuisiner. Je dirais que, Oui, ça va bah, être des choses, en tout cas, on va avoir le plaisir de faire des choses ensemble. c'est ça que je voulais dire, oui. Ouais, ouais. Non, mais en fait, voilà, c'est simplement pour, effectivement, peut-être, pas que les gens se mettent la pression avec toutes les représentations qu'il peut y avoir du fait de mon métier et cetera, de diététicienne. En fait, ouais, ça commence par des choses toutes simples, en fait, les enfants aiment bien, par exemple, faire de la pâtisserie. Mmh. C'est en général, c'est la première chose qu'ils apprécient. Donc c'est vrai que quand, le week-end, on va préparer, tiens, en ce moment, un crumble aux pommes, eh bien, on va leur proposer: «Tiens, est-ce que vous voulez aider?» Donc éplucher les pommes, faire la petite pâte et cetera et donc dès que c'est possible, on leur propose, sans que ce soit une obligation, donc c'est vrai qu'ils sont pas non plus tout le temps au fourneau, mais de temps en temps, voilà, d'aider, pour une tâche particulière, pour découper, des légumes aussi, découper des légumes, bah, après ils vont avoir envie d'en goûter, d'en croquer Mmh. comme ça et cetera donc ça Ça les familiarise, ça c'est les très ouais. sympa Mmh. et puis là, ce qu'on a commencé à faire tout récemment, c'est à faire un petit carnet. Alors c'est marrant parce que c'est mon mari qui a pris l'initiative de ça, mais d'écrire en fait les recettes, qu'ils vont faire un petit peu plus régulièrement. Ce qui fait que mes ados qui sont un peu plus grands, bah, parfois, voilà, il y a des copains qui viennent à la maison, «Tiens, on a envie de faire des cookies et tout». Je leur dis: «Bah, OK, pas de problème, vous pouvez les faire». Et donc ils vont aller piocher dans ce petit livre pour aller, voilà, choisir une recette et la faire par eux-mêmes. Mmh. Ouais. Et ça, c'est précieux. Ouais. C'est précieux, et quand on a préparé le podcast et le cuisiner avec un enfant, tu m'avais parlé aussi d'une certaine fierté de l'enfant une fois qu'on a fait un plat avec lui, et il a été au fourneau, il a participé.
et ça entretient aussi, l'estime de soi. Ouais, et puis en général, ils sont très contents de dire, ah voilà, surtout si on a oublié de dire: «Ah mais ouais, mais moi j'ai aidé, moi j'ai fait ça, moi j'ai découpé ci» et cetera. Donc effectivement, ils sont contents déjà de l'avoir fait Ouais. et de voir qu'ils sont aussi, capables, de faire des choses aussi. Mmh. Et puis de voir un petit peu au niveau de la chimie, quoi, les ingrédients, voilà, ce qu'on fait. On met de la farine, on met des œufs, voilà ce que ça peut donner. Bon, c'est un côté magique aussi. Tout mélangé, on a une pâte et puis on la met au four et ça devient un gâteau. C'est assez extraordinaire. Ouais et puis c'est vrai que moi je l'ai pas forcément, précisé parce qu'il y a des choses qu'on fait de manière, active avec nos enfants, mais il y a aussi ce qu'ils nous voient faire et moi, par exemple, j'aime beaucoup faire du pain. Mmh. Alors ça, le pain, ça va être principalement moi qui vais le faire, mais en même temps, ils voient toujours un levain, voilà, qui est Ouais. là, qui gonfle, qui fait ses petites bulles et cetera. Donc il y a et puis il y a un côté un petit peu magique, en fait, Ouais. là-dedans. Mais ouais, mais c'est vivant, en fait, ce qu'il y a Mmh. là-dedans. Mmh. Donc ça permet mon mari fait du kéfir, donc c'est pareil, voilà, c'est une boisson qu'ils aiment bien consommer. Donc c'est les enfants aussi se reconnectent, en fait, à la nourriture et au côté vivant de la nourriture Mmh. par ces petits gestes qu'ils nous voient faire, tout Oui. simplement. Mmh. Mmh. Donc faut pas leur fermer la cuisine, il faut qu'ils puissent voir ce qui s'y Mmh. passe, hein. Ça, c'est important aussi. Alors je l'évoquais, tout à l'heure en introduction, tu t'es engagé depuis plusieurs années en faveur de l'éducation alimentaire avec une association qui s'appelle l'École comestible et donc tu as fait beaucoup de choses à leur côté et tu as notamment, animé des ateliers. Bon, maintenant tu ne le fais plus, tu as d'autres, fonctions dans l'association. Est-ce que tu peux nous expliquer la mission de cette association et puis après on parlera peut-être des ateliers et de souvenirs que tu as de ces ateliers avec les enfants? Ouais, alors, l'école comestible, moi, c'est une association qui me tient vraiment, beaucoup à cœur. Ce qui fait que même si aujourd'hui, j'ai, beaucoup, voilà, mon activité professionnelle qui me prend beaucoup de temps, j'ai vraiment à cœur de poursuivre mon engagement, auprès de cet asso et vraiment, l'idée qui est au cœur de l'association, c'est qu'on peut, quelque part changer le monde justement, en éduquant les enfants au goût avec une pédagogie de vraiment de la terre, de la graine à l'assiette. Et ça part en fait d'un constat, c'est que, bah, dans notre, société, dans notre monde moderne, on a des habitats qui sont de plus en plus urbanisés. Les campagnes qui produisent ne sont pas forcément juste à côté de chez nous, même si quand on regarde, c'est finalement pas si loin, de chez nous. L'agro-industrie prend de plus en plus de place et puis, il y a beaucoup de problématiques de santé publique aussi qui sont en lien avec, notre alimentation. Et ça part aussi du constat que justement, comme tu le disais, bah, même les adultes ont du mal à reconnaître certains légumes ou même à savoir, tiens, comment on prépare telle ou telle, préparation, culinaire et d'ailleurs, nous, on l'observe au début de nos ateliers. On va toujours aller, demander aux enfants, voilà, on a une cagette de saison, tiens, qu'est-ce que c'est tel légume et cetera. Alors la carotte, ça va, quelques légumes basiques, ça va, mais alors dès qu'on est, sur, de l'aubergine, de la courgette, on a des réponses les plus farfelues. Donc c'est voilà, c'est assez marrant, mais en même temps, c'est aussi symptomatique, voilà, du monde dans lequel on vit. Après, on peut pas leur en vouloir aux enfants. Ou alors quand on leur demande quels sont les ingrédients du pain, c'est quand même plutôt simple, hein. Le pain, ça va être, donc un agent levant qui peut être du levain, de la levure, de la farine, de l'eau, un peu de sel. Bon là, pareil, on a des réponses, assez marrantes. Et donc, l'association, comment ça fonctionne? Bah, en fait, ça va être, une pédagogie avec, voilà, des cycles d'ateliers qui ont lieu sur le temps scolaire, donc vraiment, au sein du temps scolaire avec, dans certaines écoles, mais c'est pas forcément toujours possible dans toutes les écoles, la mise en place d'un potager pédagogique, et puis, des ateliers, culinaires thématiques où vont être utilisés soit les légumes, du potager s'il y en a un ou sinon des légumes qui viennent directement des maraîchers, partenaires. Mmh. Et donc c'est vraiment l'idée que les enfants vont apprendre en faisant. Ouais. En faisant, en découvrant les légumes bruts, en faisant une petite vinaigrette pour aller, par exemple, goûter des légumes, de saison et en faisant aussi d'autres préparations. Ils vont découvrir la magie de la fermentation, tout un tas de choses, en fait. Et ce qu'on observe, c'est que, bah, d'abord, enfin, en fait, que ça marche parce qu'ils vont avoir une envie de goûter et aussi, quand on regarde, on fait des mesures d'impact et on observe que entre le début d'un cycle et la fin d'un cycle, ils vont être en capacité de reconnaître beaucoup plus de légumes, d'avoir une plus grande conscience de la saisonnalité des produits et développer aussi une certaine finesse de vocabulaire autour de, l'exploration des goûts, des saveurs et cetera. Et puis aussi, ils vont aussi ramener des choses à la maison
Et donc, il y a un phénomène un peu d'éducation inversée où ça va aussi faire peut-être un petit peu bouger les choses à la maison. Donc, en fait, quand je disais que voilà, il y a vraiment l'idée qu'on peut changer le monde, quelque part, bah, ça va faire de ces enfants-là des enfants beaucoup plus connectés à leur alimentation, beaucoup plus connectés aussi à leurs besoins, alors qu'on est quand même dans une société qui nous déconnecte aussi de l'écoute de nos besoins. Moi, j'aime bien dire que écouter nos besoins, c'est écouter ce qu'il y a de vivant à l'intérieur de nous et peut-être plus tard des citoyens aussi, plus engagés et puis aussi on s'éloigne un petit peu de finalement ce qu'on a beaucoup voulu introduire dans les écoles qui est, la pyramide alimentaire et cetera. Ça fonctionne pas tellement en fait. Vraiment ce qui va fonctionner, ça va être plutôt que les enfants fassent, découvrent par eux-mêmes et cetera et c'est ça qui va vraiment changer leur rapport, à la nourriture. Mmh. Et alors, justement, donc tu as animé, de nombreux ateliers. Est-ce que tu as des anecdotes à partager avec nous, des choses qui t'avaient marqué pendant ces ateliers avec les enfants? Ouais, et alors déjà quand tu m'as reparlé un petit peu, tiens, de mon engagement à l'école comestible et tout, moi j'ai ressenti en repensant aux ateliers, beaucoup de joie et je trouve que déjà ça c'est très important parce que en plus moi dans mon métier, où je fais la consultation individuelle en tant que diététicienne, moi je vois plutôt, l'alimentation, du côté du problème. Les gens viennent me voir parce qu'ils ont un problème avec leur alimentation, et là, c'est un petit peu de voir, voilà, cette alimentation comme étant, source de joie et de connexion au vivant et ça, c'est hyper rafraîchissant pour les professionnels, que Mmh. nous sommes et puis, bah, après il y a plusieurs aspects. Il y a aussi, il y a le fait qu'on voit des enfants qui peuvent être un petit peu réticents au départ, découvrir, goûter, des saladiers qui se vident, voilà, de tout un tas de légumes que l'on a, préparés ensemble. Donc cette spontanéité à goûter, des: «Est-ce qu'il en reste encore un peu en fait?» Donc ça, c'est génial en Parfois fait. totalement, heu, imprévisible sur certains aliments. J'imagine que vous ne pensiez pas pour certains aliments que ça allait être, avoir tant de succès? Oui, bah, quand on met du chou rave ou du radis noir, c'est vrai que ça peut être un Un peu peu surprenant. surprenant. Ouais, tout à fait et puis après, il y a des petites anecdotes, rigolotes. Moi, j'en repensais à l'une d'elles, c'était, on avait, bon, souvent, on va leur faire reconnaître un petit peu les ingrédients avec lesquels on va travailler, puis il y avait des graines de sésame et il y a un enfant qui m'a dit, «Ah mais c'est des graines de hamburger». Ah, Donc c'est génial. c'est rigolo. Alors oui, effectivement, parce que bon, il avait peut-être plus la représentation du burger avec ses petites graines de sésame, mais en fait, ça lui a permis de comprendre que en fait, à la base, c'est une graine qui pousse, en fait, voilà, enfin, c'est ça vient d'un végétal et Ouais. cetera. Donc ça permet vraiment de retisser un autre lien, Mmh. avec la nourriture et puis il y a un autre aspect, c'est que quand on fait à manger et quand les enfants sont en atelier, alors moi j'ai pas mal travaillé sur les contenus pédagogiques, bah, en fait, ils vont aussi, faire, de l'histoire, de la géographie, des maths, du français et cetera et moi j'ai un souvenir justement d'un atelier de fermentation que j'avais à animer et puis, on devait calculer, les dosages, de saumure pour, faire une fermentation. Et là, il y a les maîtresses qui me jettent un œil, en mode, «Non mais les enfants, ils vont pas trouver la réponse». Parce que je leur disais: «Voilà, si on prépare un litre de saumure, combien il faut de sel?» Et en fait, ils ont trouvé la réponse, parce qu'il y avait une petite règle de 3 à faire et simplement, ils l'avaient pas forcément, encore vraiment formalisé dans leur apprentissage. Mais le fait de passer par l'envie de cuisiner Mmh. a fait qu'ils ont trouvé un moyen de trouver le résultat. Donc et moi, ça, je trouve ça génial parce que en fait, l'éducation alimentaire, elle a pleinement sa place, heu, au sein d'une école, ou au sein, voilà, des apprentissages aussi à la maison et c'est bien plus riche que simplement cuisiner. Mmh mh. Ouais. Mmh. Merci beaucoup, Erika. Alors comme promis, j'aimerais que tu proposes, aux auditeurs et auditrices une activité simple, ce que j'appelle moi les travaux pratiques. Mmh. Donc là, qu'est-ce que tu as préparé, que tout un chacun peut faire chez lui? Ouais, alors ça va être, je vais proposer un petit exercice de dégustation en pleine conscience qu'on va faire ensemble. Mais en fait, ah voilà, je vais l'introduire, bah, là j'ai choisi, une pâte de coin que nous avons faite, à la maison d'ailleurs, avec des coins que nous avons, justement récoltés à la cueillette. Et le petit rituel qu'on a chaque année, ça va être de faire, de la confiture de coin, de la gelée de coin et des pâtes de coin. Encore une fois, là, ce qu'on fait avec une pâte de coin, on pourrait le faire avec un morceau de pomme, avec un bout de pain, avec un carré de chocolat. Voilà. D'accord, très bien. Est-ce que tu es Alors partante? ah bah, je suis tout à fait partante.
Alors, je te propose d'en prendre une, voilà. Merci. Et puis moi aussi, je vais faire l'expérience avec toi. Et puis, voilà, tu vois, bah là, on a, voilà, alors là, je t'ai annoncé que c'était une pâte de coin, mais en réalité, moi, ce que je propose qu'on fasse là, c'est qu'on fait comme si on savait pas vraiment ce Mmh. que c'était. Mmh. Comme si on était, justement, des petits explorateurs. On se dit: «Tiens, j'ai un aliment là qui a l'air plutôt peut-être, tiens d'ailleurs, on peut se poser la question, est-ce que c'est plutôt, appétissant? Est-ce que ça m'engage? Ou est-ce qu'au contraire, là, je me dis: je sais pas trop si j'ai envie d'y aller». Mmh. Juste d'observer un petit peu comment c'est, là, déjà, d'avoir ça entre les doigts. La texture. La texture, tout à fait. Tiens, on peut même s'amuser, là, aller appuyer dessus. Est-ce que c'est mou? C'est dur? Le caresser, c'est peut-être lisse, c'est peut-être rugueux. Il y a peut-être différentes sensations. Juste d'aller Mmh. observer. Et puis d'ailleurs, on a commencé d'ailleurs par l'observer avec nos Ouais, yeux. oui. Et on peut s'amuser à regarder, tiens, les petits reflets. Est-ce que c'est mat? C'est plutôt brillant? Après moi, Ouais, mon premier réflexe, ça va être ouais, de le sentir. Est-ce que ça a une odeur ou pas? est-ce que ça a une odeur ou pas? Et souvent l'odorat peut nous reconnecter à des souvenirs. Et donc on peut même, voilà, laisser les yeux se fermer, voir s'il y a quelque chose qui revient. Ça a pas une odeur forte du Ouais. tout. Mmh. Et puis tiens, d'ailleurs, c'est intéressant, là, on pourrait même s'amuser à aller le presser près de notre oreille. Tiens, est-ce qu'il y a des sons, des bruits ou peut-être rien du tout? Oui. Et de s'amuser là, hein, un petit peu avec cet aliment. Puis peut-être même se poser la question: «Tiens, est-ce que de l'avoir manipulé là, comment est mon envie de le manger? Est-ce que j'ai plutôt envie, plutôt pas envie?» Et puis, là, bientôt, on va aller, le goûter. Ouais. Alors justement, là, voilà, tiens, on peut aller, peut-être, tu vois, le mettre sur les lèvres, la langue et puis aller en croquer un morceau, le mettre dans la bouche, peut-être fermer les yeux, des fois ça aide à peut-être amener un peu plus d'attention sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Peut-être de croquer une fois d'abord dedans et puis après, voilà, peut-être de le mâcher. Voilà, une allure qui permet simplement l'observation. Tiens, où est-ce que je perçois le goût dans ma bouche? Quelles sont les textures? Oui, parce que là, il y a la pâte de fruits, il y a le sucre qui craque sous la Mmh. dent. Ouais, le sucre qui craque et puis le goût, Mmh. tiens, quelle est sa longueur? Est-ce que le goût est dur quand je l'ai avalé? Où est-ce que je le perçois? Quel est le type de goût? Voilà, vraiment d'explorer avec curiosité et puis, voilà, on peut poursuivre notre dégustation et vraiment avec les enfants, ça va être, voilà, d'y aller vraiment de manière toute simple. Tiens, on fait un jeu. Qu'est-ce que tu observes? Qu'est-ce que j'observe moi? Est-ce que, à quel niveau est ton plaisir? Voilà, c'est un petit peu te dire: «Tiens, voilà, si on était des petits critiques gastronomes là, tiens, peut-être à donner une note Mmh. à cette, pâte de fruits et là, tiens, c'est une pâte de fruits et bien, est-ce que je mettrais un 8/10, un 10/10, un 9/10, peu importe, ou peut-être que j'ai pas trop aimé, peut-être que c'est un 2/10. Puis on peut, voilà, on peut vraiment s'amuser, puis on peut même faire ça de manière beaucoup plus informelle et avec un petit peu tout. C'est-à-dire que, par exemple, nous à la maison, on aime bien, bah, justement, tu parlais de la cueillette encore une fois, mais même par notre AMAP, on a des pommes de différentes variétés Mmh. et puis, parfois, plutôt que de proposer que chacun prenne sa pomme, bah, on va couper plein de quartiers de pommes et puis on va tomber sur une pomme plutôt croquante, une autre peut-être plutôt, un peu sucrée, l'autre plutôt peut-être un peu acidulée et cetera et simplement, sans forcément aller vers un exercice très formel comme ça d'exploration des 5 sens, eh bien, on peut simplement, encourager à aller nommer: «Ah tiens, celle-ci, moi je l'aime bien parce qu'elle est plutôt acidulée. Moi celle-ci, je l'aime bien plutôt parce que, voilà, elle est sucrée ou juteuse» et cetera et ça, c'est génial, en fait, avec les enfants et puis on apprend même à repérer un petit peu leurs préférences. Mmh. Alors moi, quand je regarde mes enfants, mon aîné, il adore tout ce qui est, piquant. Il va rajouter de la moutarde, de la sauce piquante et cetera. Moi, j'en ai un, il va être plutôt justement, sur le croquant. Alors lui, les radis, les petites choses comme ça, il aime bien, et puis, j'ai un autre de mes enfants, par exemple, qui aime bien alors lui, il va goûter tous les trucs, en général, les enfants,
aimerait pas trop forcément goûter. Alors lui, on proposerait de goûter une huître, voilà, ça veut pas dire qu'il va en manger beaucoup, C'est mais l'aventurier un voilà, peu, c'est un ouais, petit ouais. peu l'aventurier. Donc ils ont chacun leur particularité. Donc plus, en fait, on va jouer avec les aliments de manière simple, et ben, plus, en fait, on va aussi découvrir plein de choses avec, voilà, sur nos enfants eux-mêmes, en Mmh. fait. Mmh. Et je me disais aussi tout à l'heure, quand on a commencé l'exercice, que ça pouvait être aussi un moment, bon c'est peut-être une digression, mais un moment où on se reconnecte à des souvenirs et on peut le partager avec un enfant, lui dire: «Voilà, on goûte ça ensemble, mais moi je mangeais ça avec ma grand-mère quand j'étais petit, donc ça me fait plein de souvenirs», et et puis lui, l'enfant aussi peut avoir des souvenirs liés à l'aliment et donc c'est un moment de partage aussi, Ouais, tout à fait. d'intimité. Tout à fait et puis là, justement, là, par rapport à ces pâtes de fruits, moi, c'est la recette de ma maman et donc: «Ah bah tiens, c'est la recette de mamie, en fait, Mmh, là, ces pâtes de fruits». Ouais. ouais. Mmh. Très bien. Bah, écoutez, chères auditrices, chers auditeurs, essayez avec les enfants autour de vous. Prenez le temps, au moment du goûter, par exemple, si vous êtes parents ou grands-parents, hein. Je sais que les grands-parents, et c'est mon cas, ont plus de temps à consacrer, aux enfants. Donc c'est un moment qui peut être formidable et dites-nous en commentaire, ce que vous en avez pensé. Voilà. Donc Erika, est-ce que tu aurais éventuellement un mot de la fin ou peut-être quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué, qui te tient à cœur? Même si je pense qu'on aura l'occasion de se retrouver pour un nouvel épisode parce qu'en préparant celui-ci, il y avait tellement de sujets qu'on n'a pas pu, parler de tout, bien évidemment. Mmh. Bah, déjà, merci Corinne et non, en fait, moi, je veux vraiment passer un message tout simple, c'est vraiment faites des petites choses, lancez-vous sans forcément aller chercher compliqué. Vraiment, les enfants ont vraiment un trésor en eux-mêmes qu'on essaye justement de préserver, qui est, cette capacité à se connecter, vraiment à ce qu'il y a de vivant en eux et donc vraiment, voilà, utiliser, la nourriture, mais de la manière la plus simple possible pour, les aider à cultiver ça. Mmh. Merci, merci beaucoup Erika d'avoir accepté de répondre à mes questions aujourd'hui. Donc si les auditeurs et auditrices ont envie d'en savoir plus, de suivre tes actualités, eh ben ça se passe sur ton site et ton blog. Donc l'adresse c'est, Erika Fournel avec un K, erikafournel.com. Je mettrai tout ça sur le blog, du podcast, donc vous pourrez retrouver l'univers d'Erika et vous pouvez aussi vous abonner à ton compte Instagram donc @Erika Fournel et là, bah, tu publies pas mal de choses, c'est toujours, très intéressant avec des trucs, des idées, pas mal de conseils. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode. Si vous l'avez aimé, bah, ça serait formidable que vous le fassiez savoir autour de vous, que vous le partagiez avec, les personnes, qui peuvent être intéressées dans votre entourage, que vous vous abonniez bien sûr, sur les plateformes, sur Instagram, sur YouTube, enfin le canal que vous préférez et on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode, sur un tout autre sujet. À très bientôt. Merci.